Bienvenue à notre webinaire du FP 2030. Nous allons parler des progrès du passé et l'avenir de la mesure et de l'évaluation de la planification familiale et ce paysage en évolution. Nous sommes ravis de voir tant de personnes qui sont en ligne avec nous et je constate qu'il y a une représentation du monde entier. Je vois certains de nos partenaires qui sont en ligne, de nouveaux partenaires aussi. Donc, nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin. Je vais passer en revue quelques détails logistiques et vous donner un peu de contexte avant d'avoir nos propos liminaires et d'ensuite passer au sujet principal. Je m'appelle Althea Wolf. Je suis une associée pour les données et les mesures chez FP 2030. Je vais donner quelques détails, quelques détails logistiques et ensuite je vais donner la parole à mes collègues. Le webinaire d'aujourd'hui vous propose aussi une interprétation en espagnol ou en français. Donc, veuillez choisir votre langue de choix. Nous avons des instructions ici sur l'écran. Vous cliquez sur le globe pour le bouton d'interprétation et ensuite vous allez choisir votre canal préféré. Et nous allons aussi enregistrer ce webinaire et tout va être enregistré dans les trois langues et l'enregistrement sera disponible après la réunion d'aujourd'hui. On vous demande également de garder vos micros en sourdine. Nous avons un chat et j'espère que vous allez utiliser le chat pour vos commentaires ou vos observations ou questions. Si vous aimeriez vous présenter, veuillez le faire dans le chat. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi utiliser la rubrique questions-réponses. Nous allons enregistrer donc cette session et, comme je l'ai dit, les enregistrements seront disponibles après aujourd'hui. Nous allons faire les présentations en premier chez Zafrid de FP 2030 et de Adam Wexler, KFF, et Priya Emert chez Track 20 et Avenir Health. Ces présentations vont être la première partie de notre webinaire et ensuite nous aurons une session de questions et de réponses et nous allons essayer de répondre aux questions que vous avez posées au fur et à mesure et aussi des questions que vous pourriez avoir à ce moment-là aussi pour nos panélistes. Je vais donner la parole à Jason Bremer, directeur pour les données et les mesures chez FP 2030. Merci. Merci, Althea. Et bonjour à tout le monde. Nous avons vraiment un nombre important de participants, 150, c'est formidable. Je ne veux même pas essayer de deviner, enfin de dire combien de pays parce que je vois tant de pays. Les participants de l'Amérique latine, de l'Afrique centrale, de l'Est, australe, du Nord, l'Asie, Pacifique. Donc, merci à tout le monde de vous joindre à nous aujourd'hui. Pour moi, chaque année, c'est un privilège de vous accueillir à notre webinaire annuel sur les mesures. Cette année, nous allons parler des progrès du passé et l'avenir de la mesure de la planification familiale et dans un paysage en évolution. Je suis ici aujourd'hui à partir de Nairobi, où je suis en visite avec notre Centre pour l'Afrique australe et de l'Est. Et j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des représentants de Track 20 à Kigali la semaine dernière pour leur réunion annuelle de suivi et d'évaluation. Et ils travaillaient sur la préparation d'estimations par pays et les indicateurs de planification familiale pour 2025. Mais aujourd'hui, nous allons passer en revue les données de nos estimations de l'année dernière qui ont été publiées en décembre 2024. Nous avons prévu de faire ce webinaire en janvier, février ou peut-être mars de 2025 pour examiner nos progrès de l'an dernier. Mais on s'est rendu compte que entre janvier et mars, c'était une période aussi chaotique et un moment de déstabilisation qu'on pensait que ce n'était pas vraiment le bon moment pour parler de nos progrès.
Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y a eu énormément de changements depuis janvier. Mais en même temps, nous pensons qu'il serait sage de passer en revue nos progrès effectués au cours de l'an dernier pour savoir ce qui est en jeu lorsqu'on essaie de réagir à ce paysage qui a totalement changé dans le domaine de la santé mondiale. Althea a dit qu'aujourd'hui, vous allez entendre de la part de FP 2030, de KFF et de Trek 20 et les perspectives à propos des données de l'an dernier. Mais vous allez aussi apprendre ce que nous avons conclu en matière d'impact et ces impacts sur les systèmes de données. Et on va aussi essayer d'anticiper les prochaines étapes pour cette année. Plus tard cette année, nous prévoyons de publier nos données pour 2025 et nous prévoyons aussi de mettre l'accent sur l'impact de ces réductions budgétaires et ces licenciements et tous ces phénomènes et leur impact sur les approvisionnements, les services et les résultats. Au cours des 10 dernières années, j'ai eu le plaisir de travailler sur les données en matière de planification familiale et ce fut vraiment un voyage incroyable de 10 ans d'amélioration, de plus de visibilité dans les systèmes de données. En fait, l'an dernier, nous avons pu publier les tendances en matière de dépenses nationaux pour la planification familiale en examinant les allocations pour les produits, les services et toute une gamme euh, de, de, de sous-questions. Et j'aurais pensé que nous allions continuer dans ce sens. Mais malheureusement, la situation a été plutôt négative et contre nous. Et donc maintenant, on doit essayer de trouver un moyen pour aller de l'avant sans perdre cette visibilité, sans perdre ces systèmes de données. Ceci dit, j'aimerais donner la parole à mes collègues. On commence avec Shiza Farid pour parler des données de cette année et ce que nous avons appris. Shiza, merci Jason. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, je m'appelle Shiza Farid et bienvenue à notre webinaire. Merci d'être ici. Je suis conseillère pour les analytiques de données chez FP 2030 et comme Jason a dit, je vais fournir un aperçu global de notre rapport de mesure de 2024. Et je vais essayer de vous donner le contexte aussi de nos progrès euh, pendant ce moment de réduction budgétaire. Beaucoup d'entre vous participent à ce webinaire chaque année, donc vous connaissez ce graphique. Ce graphique détaille le processus des 20 indicateurs par pays que nous publions chaque année. Et au cours d'une année, Track 20 travaille avec les pays pour agréger et analyser les données et collabore avec FP 2030 pour produire et publier ces données dans le rapport de mesure annuelle. Il s'agit d'un processus ascendant qui commence par les pays et se termine par la publication des données. Ce processus passe du bas vers le haut et on commence avec les données qui seront publiées. Et maintenant, pour les données de 2024, la publication de cette année contient des données sur 85 pays, y compris les pays à revenus faibles ou moyens ou inférieurs, et des pays qui se sont engagés à respecter les normes en matière de... Et la publication comprend un tableau de bord qui fournit une visualisation des données spécifiques à chaque pays pour plus de 20 indicateurs. Avec ce tableau de bord, vous pouvez aussi passer en revue les données relatives au financement par les donateurs et aux dépenses intérieures. Aussi comparer par type de dépenses, par exemple les coûts d'investissement par rapport au personnel. Vous avez aussi la capacité de voir les données supplémentaires sur les adolescents et les jeunes comprenant les indicateurs sur la taille de la population des adolescents et des jeunes, l'utilisation du PF, l'activité maritale et sexuelle et les événements clés de la vie. L'utilisateur peut visualiser un pays à la fois ou faire une comparaison entre pays. Le tableau de bord aussi fournit des comparaisons régionales des principaux indicateurs de PF, y compris
une comparaison parmi les pays et vous avez aussi une comparaison entre pays. Vous pouvez comparer les progrès d'un pays contre les moyennes au niveau régional. Et voilà donc un exemple de la partie supérieure avec les données spécifiques à un pays. Et vous pouvez obtenir tous ces indicateurs avec euh, dans les fiches de données Track 20. Celles-ci sont disponibles en anglais, en français et en espagnol sur les sites web du FP 2030 et Track 20. Nous avons aussi publié des estimations d'incertitude pour nos indicateurs qui sont disponibles sur notre site web. Et en outre, il y aura un nouveau observatoire de données sur la planification familiale en Amérique latine et dans les Caraïbes, et ceci est en cours de création. Maintenant, parlons de quelques faits marquants de la mesure globale. Et je vais parler donc des tendances mondiales dans l'utilisation des contraceptifs. Ce qui ressort clairement des données, c'est que l'utilisation des contraceptifs continue d'augmenter. Les femmes sont de plus nombreuses à les utiliser et à utiliser aussi de nouvelles méthodes. Dans les pays à revenus faibles et moyens, il y a près de 1 milliard de femmes en âge de reproduction. Et en 2024, plus d'une femme sur trois utilisera une méthode de contraception moderne, soit environ 380 millions de femmes. Sur ce graphique, vous pouvez voir qu'en 2012, le nombre total d'utilisateurs de contraceptifs modernes est estimé à environ 283 millions. D'ici 2024, ce nombre passera à plus de 380 millions d'utilisateurs de contraceptifs modernes. C'est presque 100 millions de femmes supplémentaires qui utiliseront des moyens de contraception modernes par rapport à 2012. Les 380 millions d'utilisatrices de contraceptifs modernes et 1,47 milliard d'euros de financement de la part des donateurs se traduisent par plus de 143 millions de grossesses non désirées évitées, 29 millions d'avortements à risque évités et 144 000 décès maternels évités. Suivante. Les progrès que nous avons vus ont été substantiels et soutenus pendant la dernière décennie, et surtout dans les pays où la prévalence est la plus faible. Dans 27 pays, le nombre d'utilisateurs de contraceptifs modernes a doublé depuis 2012. En 2012, 13 pays avaient un taux de mortalité maternelle chez les femmes inférieur à 10%. Aujourd'hui, seuls 3 pays font encore partie de ce groupe. Et dans 5 pays, le Burkina, le Madagascar, le Malawi, le Mozambique, le Rwanda, l'Ouganda, la croissance moyenne de la prévalence des contraceptifs modernes parmi toutes les femmes depuis 2012 a été supérieure à un point de pourcentage par an. Et si l'on considère spécifiquement les femmes mariées, le nombre de pays passe de 15 à 13. Suivante. Pendant cette même période, nous avons aussi vu des changements importants dans le mélange des méthodes. En 2012, les implants étaient la méthode la plus courante dans un seul pays, le Burkina Faso. Grâce au projet d'accès aux implants, à la réduction des coûts, à la formation des prestataires en matière d'insertion et de retrait, à la sensibilisation de la communauté, l'utilisation des contraceptifs réversibles à longue durée d'action a connu une évolution spectaculaire. C'est la méthode la plus courante maintenant dans 12 pays. Deuxième méthode la plus courante dans 17 pays. Plus d'un utilisateur moderne sur 10 utilise des implants dans 38 pays. Suivante. Donc, euh, compte tenu des réductions actuelles et prévues de l'USAID, et vous en saurez plus à ce sujet lors de la prochaine présentation, quels sont les enjeux? Beaucoup. Premièrement, l'augmentation de l'utilisation des contraceptifs modernes au cours de la dernière décennie, l'accès à un large éventail de méthodes et à des méthodes plus récentes, ce qui donne aux gens plus d'options pour répondre à leurs préférences, réduction des effets négatifs évitables sur la santé maternelle et génésique, avortement à risque et mortalité maternelle, et notre capacité à suivre les progrès de dépendance à l'égard de différents systèmes de données. Comme Jason l'a dit, cela dépend de différents systèmes, les enquêtes, les HMIS, par exemple des HIS2 et les systèmes de gestion d'information. Dans les années à venir, notre capacité de surveillance pourrait dépendre de ce qui est disponible.
Priya va vous en parler dans sa présentation. En même temps, il est important de nous rappeler que notre communauté a démontré une résilience face à à l'instabilité par le passé. En 2014, pendant Ebola et pendant la pandémie de la COVID, nous sommes revenus plus forts. FP30 2030 est engagé à un avenir où tout le monde a la possibilité de prendre leurs décisions quant aux contraceptifs. Alors nous continuons ce périple ensemble en tant que communauté et nous nous engageons à publier un rapport sur les impacts 2025 pour vous donner un aperçu de l'impact de la réduction du financement des donateurs pour la planification familiale mondiale. Je voulais vous remercier. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Adam qui va nous présenter les données sur le financement de la planification. Merci Jason, Priya. C'est tellement merveilleux de voir tant de personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Encore une fois, je m'appelle Adam Wexler. Je suis directeur adjoint de la politique en matière de santé mondiale et de VIH, directeur projet de budget pour la santé mondiale. Nous sommes à Washington, D.C. Nous nous concentrons sur l'analyse des politiques. Je fais partie de l'équipe de la santé mondiale et je travaille sur le suivi de ce financement pendant plus d'une décennie. Ce que je vais faire, c'est vous donner les points saillants des données de notre rapport le plus récent. Mais comme Jason l'a évoqué, je vais essayer d'aller un peu plus loin, vous donner une vue globale de ce que nous savons actuellement et de ce qui se passe avec les États-Unis, avec les donateurs, et évaluer dans la mesure du possible ce que cela veut dire pour l'avenir. Nous allons passer à la prochaine diapo. Encore une fois, je commence avec le rapport le plus récent. Je vais vous parler de certaines des actions de l'administration, les applications de ce que fait le gouvernement des États-Unis, des donateurs, et ce que cela pourrait vouloir dire pour les années à venir. Avant de passer aux données, je veux évoquer brièvement que ce que nous faisons, c'est de nous pencher sur le financement du groupe de l'OCDE. Nous sommes concentrés sur le financement bilatéral pour les activités et puis la part ajustée à la planification familiale avec l'UNFPA. Prochaine diapo. En 2023. Notre rapport le plus récent que nous avons publié en décembre, en même temps que FB 2030, nous avons vu que les gouvernements donateurs ont donné 1,47 milliard de dollars pour la planification familiale en 2023. Ce financement représentait une augmentation de 7%, hmm, un peu plus que 200 millions de dollars comparé à l'année précédente qui était un total de 1,37 milliard. En 2022, il y avait eu un déclin, mais c'était en deçà du pic de 2019 qui était 1,58 milliard. Quand on regarde plus généralement sur la période depuis 2012, le financement a généralement augmenté, mais qu'il y a eu des fluctuations. La majorité du financement que nous suivons est bilatéral. En 2023, un total d'à peu près 1,4 milliard de dollars, c'est-à-dire 95%. Le reste, 70 millions de dollars, 5%, étaient destinés aux contributions multilatérales aux ressources de la base du FNAP. Prochaine diapo. Cette diapo montre la tendance sur le temps, les totaux que nous avons recueillis au cours des années. Il y a eu des augmentations sur la période, il y a eu des fluctuations en partie dues à la montée du dollar des États-Unis au niveau mondial, mais généralement, vous voyez cette ligne de tendance qui monte et jusqu'à plus récemment où ça s'est aplati. Prochaine diapo. En 2023, ce que nous avons vu, c'est que l'augmentation globale comparé à 2022 était due à l'augmentation du financement bilatéral. Le financement multilatéral avait légèrement diminué. Les États-Unis étaient le principal gouvernement donateur avec 40% du financement total, suivi par les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et le Canada. Au cours de la période entière, dans la majorité des années, les États-Unis et le Royaume-Uni ont été les principaux donateurs. Ce n'est que depuis 2 ans que les Pays-Bas ont commencé à occuper la deuxième place. Mais si vous enlevez les États-Unis et le Royaume-Uni des totaux, vous voyez que les autres donateurs ont augmenté de façon assez cohérente sur le temps. Il y a eu des fluctuations, mais il y a eu quand même des augmentations de leur part. Prochaine diapo. Cela démontre
la ventilation par donateur en 2023, et encore une fois, vous pouvez le voir, les États-Unis représentaient 40%. Le prochain donateur était les Pays-Bas et ensuite les Royaumes-Unis. Ces trois donateurs représentent 70% du financement gouvernemental pour la planification familiale. Quand vous prenez en compte les premiers cinq, cela comprend la Suède et le Canada, c'est 86% du total. Prochaine diapo. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, penchons-nous sur les tendances. euh, Cette ligne verte, cela vous montre le financement des États-Unis. Je vais vous en parler en plus de détails plus tard dans la présentation, mais ça a été cohérent sur toute cette période, avec 600 millions de dollars. La ligne en bleu clair en bas, c'est le Royaume-Uni, et comme vous le voyez, il y a eu des fluctuations sur cette période, mais récemment, les totaux ont été en deçà du niveau de 2012. Et puis la ligne au milieu, si vous vouliez extrapoler, vous voyez que c'est une tendance vers la hausse. Il y a eu des hauts et des bas, mais ces donateurs sont ceux qui ont augmenté sur cette période. Prochaine diapo. Voici notre rapport précédent, circonstances qui sont très différentes comparées à il y a 2 ans. Penchons-nous sur la situation actuelle. Nous allons commencer avec les États-Unis. Depuis euh, l'entrée en fonction de l'administration Trump, il y a eu plusieurs actions qui ont eu un effet sur tout le portefeuille de la santé mondiale euh, de, des États-Unis, surtout le planning familial. Je vais parler de différents aspects et les impacts. Il y a eu le gel des fonds, l'arrêt de travail, tout le planning familial, tous les produits, les services, l'achat et la livraison. Ensuite, il y a eu une dérogation pour permettre les services de planification qui étaient essentiels à la vie, mais la planification familiale a été interdite dans cette dérogation. Ensuite, on a vu la dissolution de l'USAID et la réorganisation de l'USAID comme le principal responsable de la mise en œuvre des efforts de la planification familiale en général et dans les efforts généralement de la santé mondiale. Cela a un impact significatif sur les efforts déployés à l'échelle mondiale par les États-Unis. Puis il y a eu les prix annulés, les contrats, les attributions de marché et la majorité des subventions accordées à l'USAID pour la planification familiale ont été annulés. C'est 85%, c'est la composante principale pour cet aspect-là ont été annulés. Donc, il y a eu des restrictions politiques aussi qui sont en place, le rétablissement de la politique de Mexico et interdiction du financement du FNAP. Et récemment, dans le dernier mois, le président a soumis sa proposition au Congrès pour le financement 2026. Je vais vous en parler en plus de détails, mais la situation des États-Unis est très unique dans le sens que le président demande, le Congrès décide de la somme, c'est un débat, mais le président a proposé d'éliminer complètement tout le financement du planning familial en 2026. Et pour cette semaine, nous avons été informés que l'administration va soumettre une demande de récision au Congrès. Ça veut dire qu'ils vont demander l'annulation de financement offert dans les dernières années. Cela pourrait inclure un financement qui a été octroyé par le Congrès pour les activités de planning familial. En général, donc, beaucoup d'actions et de décisions difficiles ont été prises et affectent ce que nous faisons ici. Prochaine diapo. Qu'est-ce que cela veut dire donc? Il est important de souligner encore une fois que les États-Unis représentent 40% du financement pour cette activité. Nous allons entrer dans les détails de ce que cela veut dire, parce que la situation des États-Unis est assez complexe. Chaque année, le Congrès décide les niveaux globaux de financement pour le gouvernement des États-Unis. Et pendant la dernière décennie, le Congrès des États-Unis a dit, nous donnons à peu près 600 milliards de dollars, millions de dollars pour le planning familial. C'est dans la loi. Et une fois que cela est fait, l'argent est supposé être pris sur plusieurs années.
Donc, mais quand nous regardons cette ligne, l'argent qui arrive sur le terrain pourrait y arriver pendant plusieurs années. Cette ligne supplémentaire vous montre combien d'argent sort à base annuelle. Et la raison pour ces fluctuations est il y a peut-être un nouveau contrat, un nouveau programme, et il faut du temps pour que l'argent soit envoyé. Vous avez peut-être un haut niveau un an, et puis l'année d'après, un niveau plus faible. Mais ces 600 millions au bout du compte ont été dépensés sur une période pluriannuelle. Prochaine diapo. Qu'est-ce que cela signifie ou cela se traduit en quelle action? Que font les États-Unis pour les actions de planning familial, planification familiale? Les États-Unis fournissent un financement pour le personnel, l'infrastructure, les salaires, amélioration des installations, assistance technique, système d'information, collecte de données, ou aussi les systèmes de DHS et les chaînes d'approvisionnement, approvisionnement et livraison de produits et toute une gamme de services et d'activités qui seront arrêtés et finis pour maintenant souligner l'impact sur les vies humaines et j'aimerais aussi souligner le travail effectué par Guttmacher Institute parce qu'il est vraiment important de comprendre le coût ici en termes de vie humaine. Ce que Guttmacher a constaté avec l'investissement de 600 millions par an par les États-Unis, c'est qu'à peu près 47 millions de femmes et de couples ont été desservis. On a pu empêcher 17 millions de grossesses non désirées et on a pu empêcher 34 000 morts maternelles. Et ça, c'était uniquement avec le financement des États-Unis. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions que nous pourrions discuter pendant la question-réponse, mais voyons ce que font les autres donateurs. Et j'aimerais souligner encore une fois qui sont ces principaux donateurs. Les trois premiers, les États-Unis, comme j'ai dit, Pays-Bas et le Royaume-Uni. Au total, ces donateurs représentent 70% et avec le Suède et le Canada, 86%. Nous savons que le Royaume-Uni et les Pays-Bas et la Suède ont aussi annoncé une réduction de l'aide à l'étranger. Cela va avoir un impact sur la planification familiale, on ne sait pas encore, mais probablement oui. Les autres bailleurs de fonds ont également annoncé des réductions, la Belgique, la France, l'Allemagne et la Suisse. Et j'aimerais expliquer que c'est un travail effectué par SIG Développement. Ils ont un tracker de donateurs et ils suivent toutes ces réductions budgétaires et vous pouvez voir les dernières données sur ces annonces de réduction. Qu'est-ce que tout cela veut dire pour 2024 et au-delà? 2024 sera probablement au niveau historique antérieur ou proche de ceci. On n'anticipe pas de grandes fluctuations parce que euh, on a eu ces impacts seulement dans les derniers mois. Donc, pour 2025, il y aura certainement des réductions significatives dues en grande partie aux États-Unis, mais aussi dues à des réductions de la part d'autres bailleurs de fonds. Mais examinant la situation aux États-Unis encore une fois, avant d'aller de l'avant, il y a beaucoup d'incertitudes. Toujours, Jason a parlé d'un point très pertinent, la récision, juste pour souligner cette question un peu plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Congrès américain a eu un certain montant de fonds et le gouvernement doit euh, donc doit dépenser ses fonds. Mais la grande question qui se pose maintenant, c'est de savoir si les fonds alloués par le Congrès en 2024 vont être dépensés en 2025 et 2026, ou est-ce qu'ils vont reprendre cet argent? Cela veut dire que peut-être l'argent qui a été alloué l'an dernier ne sera pas dépensé cette année. En fait, lors d'une audience récente au Congrès, le secrétaire Rubio a témoigné à propos de la demande de financement pour 2026 et la demande budgétaire pour 2026, on lui a posé cette question. Qu'est-ce que vous allez faire avec les fonds qu'on vous a donnés pour l'an dernier? Et sa réponse a été, nous n'allons pas dépenser cet argent. Ensuite, il a continué en disant,
on ne va pas continuer à appuyer les activités que nous avons appuyées avant. Nous allons appuyer d'autres activités. Mais la question est de savoir, ceux qui font cela, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement avec toutes ces annulations de contrats et la dissolution de l'USAID. Comment est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont faire cela? Ça fait partie de cette incertitude. Est-ce que nous allons perdre les fonds qui ont été déjà alloués avant ou sinon, comment est-ce que ces fonds vont être dépensés? Et qu'est-ce que le Congrès va faire? Est-ce que le Congrès va appuyer la récision demandée par le gouvernement et permettre d'avoir ces réductions budgétaires ou est-ce qu'ils vont bloquer ces demandes? Ou est-ce qu'ils vont appuyer cette demande récente du gouvernement d'annuler totalement les fonds pour la planification familiale? Nous ne savons pas encore et on va apprendre plus dans les mois à venir. Nous allons publier notre prochain rapport avant l'ICFP et on aura une meilleure idée à ce moment-là du paysage. Ceci dit, j'aimerais vous remercier de m'avoir permis de couvrir toutes ces questions et je serai ravie de répondre à toutes vos questions à propos de ces aliments ou d'autres, soit maintenant ou après. Mais avant de passer la parole au prochain intervenant, j'aimerais remercier quelques individus et souligner le travail effectué par un groupe de personnes qui comprend Reproductive Health Supplies Coalition, Avenir Health, FP 2030, Guttemacher, GSC et l'UNFPA. Une équipe qui a vraiment travaillé pour évaluer ce qui se passe et ce travail doit vraiment être reconnu. J'aimerais remercier tout le monde pour ce travail. Ceci dit, je donne la parole à Priya pour la prochaine présentation. Merci. Merci. Et c'était en fait Shiza qui avait présenté tout à l'heure. Bonjour bienvenue. Je suis Priya Emart. Je travaille avec Track 20 et aujourd'hui, je vais présenter les informations que nous avons recueillies de plusieurs pays sur les impacts au niveau des systèmes d'information. Quelque chose qui a été souligné rapidement par Adam. Et les types d'effets qu'on a ressentis avec ces réductions de l'USAID. Et le consultant de Track 20 a travaillé avec moi pour cette évaluation. Nous avons recueilli les informations de plusieurs gouvernements et, au niveau des leaders et aussi au niveau des experts en matière des données. Cette présentation, c'est un examen préliminaire des réponses des pays aux coupes budgétaires de l'USAID. Et on a effectué ce travail en avril et en mai. Et on a mis l'accent sur les impacts immédiats et à court terme sur les systèmes de données du point de vue gouvernemental. Et on a examiné aussi la résilience vis-à-vis des données et un résumé de l'impact avec la perte des enquêtes DHS sur les rapports pour FP 2030 et le suivi dans les pays. En avril et mi-avril, Track 20 a recueilli les renseignements utilisant les enquêtes approfondies avec les experts gouvernementaux et les experts de données. Et on a aussi mené une enquête auprès des points focaux de Track 20. Les questions ont mis l'accent sur les données, les systèmes de données, les produits, les services et les projets élaborés par les gouvernements pour mitiger et atténuer ces impacts. Je vais parler des informations que nous avons obtenues à partir de ces enquêtes et surtout sur les systèmes d'information tels que les LMI et les HMI. On a mené cette enquête auprès des pays qui font partie de Track 20 et on vient d'avoir notre atelier de formation annuel l'an dernier et sur ces pays, 17 ont répondu. Et vous pouvez voir qu'il y a eu un mélange de 9 pays francophones et 8 pays anglophones. Et la plupart d'entre eux ont fait des états d'impact significatifs dus aux réductions de financement de l'USAID. Maintenant, suite à ces entretiens et ces enquêtes, nous avons tiré des constats suivants. Au niveau des systèmes de données, les systèmes d'information sanitaire de routine ont été affectés
dans l'immédiat suite aux réductions de financement de l'USAID, et ceci à une échelle impressionnante. Cette situation a affecté les serveurs, les licences, les permis, les ressources humaines et les outils de reporting pour le DHIS2 et le LMIS, ou les deux. On nous a aussi expliqué, comme vous le savez, que il y a eu un arrêt immédiat des enquêtes en cours et aux analyses prévues pour les nouvelles enquêtes. Dans certains pays, euh, cet impact au niveau des données et au niveau des informations était significatif. L'impact était ressenti non seulement au niveau des opérations à court terme, mais aussi ceci a eu un impact sur la capacité de suivre, de faire de suivi et d'évaluation et d'établir des rapports sur les objectifs. Ensuite, on a entendu de la part des managers de programme, des chargés de programme, euh, euh, qu'il y a eu aussi des impacts au niveau des programmes. On a demandé euh, aux décideurs de fournir les listes de priorités des activités. Et il est juste de dire que dans ces discussions, la planification familiale euh, faisait une partie de ses priorités, mais ce qui était encore plus prioritaire, c'était aussi d'autres impacts sur les interventions pour sauver des vies comme la vaccination, VIH, tuberculose. Et certains pays ont mené des analyses rapidement, faire des exercices de cartographie pour vraiment comprendre les domaines de vulnérabilité. Les directeurs de programme, chargés de programme, ont aussi reçu des requêtes à propos des tendances qu'ils ont constatées dans les données de routine ou les modifications au niveau du volume de produits et de services, les visites effectuées aux installations ou aux établissements de soins et au niveau de la prestation de services. Il était intéressant de noter aussi que euh, on n'avait vraiment pas de métrique pour préciser comment ces programmes pourraient être prioritisés. Les programmes, enfin, essayaient d'obtenir les fonds pour continuer à mener les mêmes activités et avec le même niveau d'investissement qu'avant. Et dans d'autres cas, on a dû arrêter toutes les activités qui ont été financées par le gouvernement américain. Maintenant, j'aimerais parler des réponses à l'enquête. Euh, on a constaté qu'il y a eu plus d'impact sur le LMIS que sur le DHIS2. Certains pays avaient des partenaires qui géraient le système logistique et les pays en conflit ou avec de grandes géographies de l'USAID sont fortement touchés parce que dans ces cas-là, ils n'avaient pas d'autres partenaires afin de pouvoir faire une transition rapide suite à cette réduction. Comme vous pouvez vous imaginer, les pays comme le Népal, qui dépendent énormément sur cet appui pour les systèmes, a eu également des interruptions au niveau de ces planifications familiales en termes de personnel et d'opérations. Pour ces pays qui ont commencé euh, avec les processus de numérisation pour le HMI et d'autres outils. Maintenant, tous ces programmes ont dû être arrêtés de manière brusque et n'ont pas été redémarrés depuis. Et d'autres activités ont été également impactées, comme les DQA ou formation, les réunions ou révision d'outils et d'autres programmes. Et on a enfin constaté des ruptures de stock. Et il faut aussi anticiper certains impacts sur ces systèmes pour suivre les ruptures de stock et la capacité de pouvoir les contrôler à l'aide du LMIS et du HMIS. Cette diapositive donne un résumé rapide des réponses par pays. Euh, les pays en rouge, par exemple, ont
connu les perturbations les plus significatives comme la RDC, Sud-Soudan, Népal, en jeunes, et la plupart des pays ont été dans cette partie intermédiaire et où il y a eu certaines interruptions, mais beaucoup de ces pays vont aussi passer plutôt vers le rouge. En verte, ce sont des pays qui n'étaient pas aussi touchés parce qu'ils n'avaient pas autant de financement de l'USAID. Maintenant, je vais parler rapidement d'un exemple de résilience en matière de données de l'Éthiopie. L'Éthiopie avait investi dans l'établissement d'une architecture de santé électronique. Ce travail a commencé en 2023 pour permettre le partage de données à travers les plateformes, y compris le HMIS. Donc, c'est un grand registre maître et c'est là où nous voyons un exemple de résilience et aussi de services partagés sur cette plateforme. Tous les programmes travailler sur cette architecture de santé électronique, mais surtout la planification familiale parce que il y a eu de problèmes significatifs dans la gestion de l'inventaire et les inefficacités avec les processus de passation, d'approvisionnement. Et il y a eu euh, des, des problèmes significatifs entre les différents établissements et les installations dans le système de DHIS2. Et ce qu'ils ont fait, ils ont passé une revue de manière systématique ces installations pour faire en sorte que le nom, l'adresse et toutes ces coordonnées de ces installations ont été répertoriées et alignées à travers tous ces différents systèmes pour euh, euh, le rapport des données. Et ceci a été important pour la qualité des données et aussi la disponibilité des données et la triangulation et la redevabilité. Toutes les installations, y compris les installations privées, ont reçu un numéro d'identification unique afin de pouvoir faciliter le rapport de données électroniques. Je pense que l'aspect important ici, c'est de vraiment promouvoir ces efficacités dans l'esprit d'intégration. Et nous avons vu plusieurs pays qui vont dans ce sens. Et même s'ils ne sont pas encore là, je suppose qu'ils vont commencer de plus en plus à développer ces solutions intégrées en réponse à ces réductions budgétaires et l'annulation de l'USAID. Et en termes des indicateurs et de l'information collectée pour la planification familiale, ceci va vraiment dépendre de la préparation de ces programmes de planning familial pour la redevabilité et pour la gouvernance. Dans ce cas, le ministère fédéral de la Santé a utilisé des fonds de la Banque mondiale et de Global Fund, du Fonds mondial, pour renforcer son système de santé et a développé des solutions intégrées. Ce qui était aussi intéressant, c'est que ceci a permis une réflexion honnête de ce qui manquait ou ce qui n'était pas vraiment bien intégré dans le système. Et mes collègues de Track 20 et les pays Track 20 seront d'accord que cette réflexion honnête est nécessaire, mais souvent n'est pas là. Ce qu'ils ont constaté, c'est que ils pouvaient suivre les secteurs et améliorer le suivi avec la numérisation et ce tracker. Et, euh, le secteur de la planification familiale a aussi un rôle actif et est très impliqué dans cette initiative. Maintenant, pour les principaux enseignements. Ces indicateurs vont être produits chaque année. Nous n'anticipons pas un impact dans les premières années et ce modèle hiérarchique
intègre les données au niveau national, sur-régional et mondial. Et donc, on s'attend qu'il y aura une certaine incertitude autour de ces estimations. Et on s'attend également que le rôle des systèmes d'information de santé va accroître. Comme vous savez, maintenant, les pays peuvent déjà inclure leurs services, leurs statistiques de services ou leurs DHIS dans ces estimations de données si la qualité est suffisamment euh, euh, bonne. Et on encourage les pays à passer en revue euh, 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 très soigneusement leurs données. Maintenant, quant aux autres impacts liés à cette perte d'enquête DHS, certains indicateurs viennent des analyses secondaires des données et d'autres séries de données et d'enquêtes. Et il y aura donc un arrêt de certaines de ces méthodes d'indexation d'informations et d'autres indicateurs qui ne seront plus pris en compte. Nous pensons que il y aura peut-être d'autres sources de données, mais ça va prendre du temps et ce ne sera pas normalisé à travers les pays. En termes de l'arrêt de données routines, certains pays ont des indicateurs, mais la qualité n'est pas vraiment adéquate jusqu'à là. Et on pourrait éventuellement améliorer cette qualité avec l'adoption de dossiers médicaux électroniques dans de plus de pays. Et aussi la désagrégation de données par âge va être de plus en plus utilisée ou peut-être limitée dans certains cas comme dans le domaine de la planification familiale. Merci beaucoup et je vais maintenant redonner la parole à FP 2030. Merci Priya et merci Shiza et merci à Adam pour avoir partagé ses perspectives sur les données du passé et aussi sur les enseignements que nous avons tirés à propos des défis actuels et notre réflexion à propos de ces défis. C'est un bon moment pour vous tous qui ont participé de continuer à poser des questions. Vous pouvez poser des questions utilisant le bouton questions-réponses et vous pouvez poser vos questions là. On va répondre à certaines de ces questions dans le chat. Si c'est une réponse rapide, on va afficher la réponse dans le chat ou la Q&A. Ou bien vous pouvez poser vos questions aussi dans le chat si vous voulez. Et nous allons faire de notre mieux pour pouvoir réagir à toutes vos questions. Je vois une question de logistique. Il y avait eu des questions si les enregistrements seront disponibles et les présentations. On ne va pas distribuer les diapositives ou les présentations même, mais l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le canal YouTube de FP 2030. N'hésitez pas à poser vos questions, on a suffisamment de temps et je vais animer cette session de questions-réponses. Merci. Je vais commencer avec une question que je vois ici pour Adam. On a dit, Adam, est-ce que vous pourriez expliquer les raisons pour ces fluctuations du financement américain au fil des années? Vous avez montré une diapositive qui montrait les fluctuations de ces fonds. Est-ce que vous pourrez expliquer cela et expliquer comment ceci est relié au processus d'allocation de fonds? Oui, merci. C'est une bonne question parce que la situation aux États-Unis est très compliquée. Le gouvernement américain, le Congrès, établit le budget chaque année pour la planification familiale. Et depuis à peu près 10 ans, ça fait à peu près 6 millions de dollars par année. Ça, c'est fixé dans la loi. Et ensuite, le gouvernement a plusieurs années pour dépenser cet argent.
Ces 600 millions de dollars vont être dépensés sur les activités de planification familiale sur une période de plusieurs années. La raison de ces fluctuations, c'est que parfois, l'argent n'est pas euh, décaissé avant la fin de l'année fiscale. Vous pourriez avoir un grand décaissement de fonds la première semaine de la nouvel exercice fiscal. Et c'est donc une question de timing des décaissements. Ça peut être à cause d'un nouveau projet ou un nouveau contrat. Et ça, c'est vrai dans toutes les activités de santé mondiale des États-Unis. Quand nous voyons ces périodes hauts et bas, c'est la même chose pour la santé maternelle et des enfants. VIH, tuberculose, le paludisme. C'est juste une question de quand cet argent est vraiment dépensé. On a ce montant fixe et nous savons que c'est historiquement ce qui serait dépensé au cours de cette période de temps. Mais maintenant, la grande question est de savoir si le gouvernement actuel va vraiment dépenser cet argent. C'est très compliqué, mais j'espère que j'ai pu apporter quelques précisions. Merci, Adam. Et pendant que vous êtes toujours au micro, vous avez parlé de la récision et ceci répond à la question de Martin de ce qui pourrait être annulé ou le Congrès a voté quand même sur une récision, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez expliquer s'il s'agit d'une vote de simple majorité ou est-ce doit y avoir un certain nombre de votes afin de pouvoir approuver une telle décision? Oui, très bonne question. Comme j'ai dit, la récision. Il y a tout cet argent qui attend d'être dépensé par le gouvernement. Le, pour 2025, c'est presque 600 millions de dollars que le Congrès a alloué et le gouvernement est censé dépenser cela, mais nous anticipons que le gouvernement va demander au Congrès de, de donner une approbation, de ne pas dépenser cet argent. Ils vont dire au Congrès, nous ne voulons pas dépenser ces 600 millions de dollars. Donc, pour répondre à la question, le Congrès doit approuver cette demande par une majorité simple, d'après ce que je comprends, mais ils doivent donc, euh, prendre une action quelconque sur cette demande. Et une fois que il va falloir un peu plus d'analyse, mais une fois que tout ce paquet est envoyé au Congrès, nous allons pouvoir analyser cela en profondeur et je vais partager cette information avec le groupe ou toute personne qui me contacte individuellement. Merci, Adam. Maintenant, on va changer un peu de cap et peut-être on pourrait parler des sources de données et comment ceci euh, est lié à la question des tendances euh, en matière de données, d'indicateurs pris par ASHIA. On parlait du fait qu'on utilise différentes sources pour les indicateurs et un mélange de méthodes. Est-ce que vous pourriez parler un peu de comment ces indicateurs sont élaborés pour un mélange de méthodes et quelles sont nos sources et comment est-ce qu'on suit les tendances? Et ensuite, Priya, est-ce que vous pourriez parler des tendances liées à la stérilisation en Inde et au Népal, qui sont deux des pays qui ont eu vraiment euh, la stérilisation comme un point principal dans ce euh, mélange de méthodes. Oui, à l'heure actuelle, nous donnons des rapports sur les contraceptifs modernes avec les enquêtes auprès des ménages, les enquêtes comme le DH, le mix ou PMA, et ensuite on compare les tendances euh, provenant de ces données récentes aux enquêtes dans les années antérieures. Et nous pouvons donc capturer les changements entre ces enquêtes. Et ensuite, ce serait bien si Priya pourrait parler de quelques indicateurs qu'on pourrait aussi obtenir de HMIS pour revoir les méthodes de prévalence au sein des systèmes DHIS2 ou LMIS. Oui, j'espère que j'ai pu comprendre la question. Et la question de Shiza, si j'ai bien compris. Je vais commencer vers la question de Shiza sur les systèmes de LMIS et DHIS et des indicateurs de substitution. Nous pouvons produire avec nos outils et une application que nous avons élaborée pour DHIS2 une estimation de la prévalence moderne de contraceptifs modernes que nous pouvons utiliser dans les modèles d'estimation. Et avec et de plus en plus de pays commencent à pouvoir utiliser les données routines pour guider ces estimations.
Et les pays ont également développé d'autres indicateurs ou par procuration, ou si vous voulez, ou des indicateurs pour les ruptures de stock, par exemple, avec les données routines. Dans notre atelier de formation cette année, on a examiné l'élaboration de ces indicateurs et ce qu'on pourrait partager avec le groupe de travail PME pour une discussion. Certains de ces indicateurs ont beaucoup de sens et même s'ils ne sont pas universels, ce sont quand même des signaux importants pour les pays en termes de leur capacité de suivre cela. Désolé, Jason, j'ai entendu une partie de la question sur la stérilisation. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Et Shiza, dites-moi si j'ai bien répondu à votre question. Oui, donc quelqu'un demandait si on voyait les tendances en matière de stérilisation, que ce soit pour les hommes et les femmes. Je sais que vous travaillez beaucoup en Inde, un pays qui a certainement la stérilisation comme l'une des méthodes les plus dominantes. Je sais qu'on a fait des analyses il y a quelques années. Est-ce que vous avez quelque chose à partager sur cela? Vous demandez des données de routine ou des enquêtes? Euh, des enquêtes. Allez-y parce que je n'ai pas vraiment une réponse. Je pense que cela a trait à utiliser les systèmes HMIS et LMIS, juste les utiliser pour comprendre le mélange et la stérilisation. C'est intéressant parce que quand vous mesurez la stérilisation, vous parlez de femmes entre 50 et 49 ans, 15 à 49 ans, pardon, c'est des femmes qui auraient pu être stérilisées il y a longtemps, mais elle est quand même considérée comme utilisatrice de stérilisation aujourd'hui. Le système HMIS est bon pour la mesure de méthodes qui sont distribuées régulièrement, mais au fur et à mesure que nous perdons les données des enquêtes, il se peut que nous perdions la compréhension des méthodes à long terme ou les méthodes qui ont été utilisées il y a longtemps, comme les DIU. C'est juste pour vous dire ce que ça devient plus difficile sans les données des enquêtes d'avoir une idée complète du mélange de méthodes en Inde. C'est intéressant. Nous pourrions parler des déclins dans la stérilisation que nous avons vus dans la dernière enquête et les raisons pour ceci. C'est probablement pour un webinaire séparé et ça devient compliqué. Merci pour la question, mais si vous voulez y ajouter, allez-y. Je pense qu'en partie, en Inde, en tout cas, le pays a une compréhension assez décente de la stérilisation actuellement. Comme vous le dites, il ne garde pas les informations sur les personnes précédemment stérilisées pour atténuer ceci. Donc, nous essayons d'utiliser des outils de statistiques liés au service. Mais vous avez raison. Il y a eu un déclin, il y a eu un accent accru sur les méthodes espacées, surtout autour de l'expansion du mélange des méthodes avec les injectables. Il y a eu des problèmes avec les stérilés. Euh, mais oui, je pense que l'autre problème, c'est qu'en Inde, l'âge moyen de stérilisation est assez faible. Cela pourrait changer avec les investissements faits par le gouvernement dans d'autres parties euh, connexes de la santé des femmes. Donc, sur les compétences, si ce qui est lié à si les femmes retardent les naissances. Il y a une question que je vois qui m'intéresse, mais j'attends votre autorisation. Je vais revenir vers vous. On, on va changer de vitesse et mes panélistes peuvent aussi répondre à ces questions par écrit. Je vois une question
qui a trait à des informations sur les ressources humaines, aussi bien qu'en matière d'infrastructure physique, de Dev Kaleski. Peut-être que vous voudrez dire quelques mots sur le travail de l'équipe euh, Task Team et quel type de données on essaie de recueillir. Donc, chez FP 2030, nous avons eu donc une équipe interne pour les tâches. Nous travaillons avec nos centres, nous contactons nos points focaux qui sont bon, les anciens USAID, le FLAP, d'autres partenaires de la société civile. On a pu recueillir des informations quant à comment ces réductions des fonds de l'USAID. Donc, quels sont les impacts de cette offre de service? Nous avons une compréhension qualitative de ce travail et Dave, je peux vous envoyer ces informations par mail séparément. Merci, Shiza. Priya, je pense que vous vouliez répondre à une question sur les réponses que les pays avaient à ces réductions. En fait, je répondais à la question par Dr. Lachari du Pakistan. Oui, oui, allez-y. Désolée, il y a beaucoup de questions et j'essaie d'y répondre. La question qu'il a posée avait trait à l'exemple de résilience en Éthiopie et la façon qu'ils ont intégré LMIS dans d'autres systèmes de données. C'est une question importante. Beaucoup de pays sont aux prises de cette situation de différentes façons en Éthiopie. Ce qu'ils ont fait, c'est élaborer une plateforme d'échange pour les données de santé qui est encore en construction, mais ils ont un flux de données qui vient des clients, des registres médicaux électroniques, des bureaux de santé régionaux et les détails sur les réponses de ces régions. Ils ont des données des visites, les données de service, les données logistiques. Il y a eu donc beaucoup de confusion pour ce qui concerne les besoins des différentes régions selon l'ensemble de données ou les angles de données étudiés par ces bureaux régionaux afin d'améliorer l'efficacité. Ils ont élaboré une solution en matière de données pour permettre la communication entre ces différents systèmes et ils ont élaboré des registres d'installation maître de sorte à ce que toute installation, tout établissement au sein de chaque bureau régional était cartographié, répertorié avec un identifiant unique. Différents noms pour les différents établissements, créer d'énormes différences avec les différents produits et les demandes qui entraient les différents systèmes. Il s'agit donc, ou cela sera plutôt important pour l'avenir pour ce qui concerne les coûts, les ressources. Cela les aidera à protéger les peu de fonds qui leur restent. Je pense que d'autres pays essaient de faire de même. Merci, Priya. C'est très utile. Nous avons donc parlé de système HMIS, LMIS, du fait que ces systèmes deviennent plus importants même s'il y a des limitations. Cela suppose que nous allons perdre tout l'argent pour le DHS. Cette enquête de santé démographique telle que nous le connaissons ou que la connaissons sera donc, éliminée, mais il y a une question de LNIK quant à l'impact de la perte de ce financement pour le DHS et si le mélange UNICEF a été affecté. Je vais parler de la composante DHS et Shiza. Peut-être que vous pouvez ajouter quelques mots sur le mélange
et ce qu'on en sait, et aussi la perte de financement pour le bureau du recensement, comment ceci pourrait affecter notre capacité de réaliser des enquêtes. Nika, il y a une conversation active en cours sur l'avenir du programme DHS qui a été éliminé et il n'y a aucun signe qu'il y aura donc un changement ou plusieurs pays avaient des enquêtes qui n'ont pas été terminées, qui étaient sur le terrain où toute la collecte des données avait été achevée ou accomplie et les ensembles de données, les rapports finaux n'avaient pas été publiés. Cela comprend le Nigeria et plusieurs autres pays, l'Éthiopie, le Malawi, la Zambie et d'autres. Il y a donc un effort de ressuscitation de ces enquêtes qui sont nécessaires sur le terrain où il y avait certains efforts qui étaient nécessaires pour publier ces données. Nous pensons que ces données seront disponibles. Nous ne savons pas quand. Il y a encore des membres de l'équipe DHS qui y travaillent. Au-delà de ceci, nous ne savons pas quel sera l'avenir de cette enquête. Je dirais que c'est une conversation active. Je ne pense pas qu'on verra des enquêtes sur le terrain d'un DHS semblable dans l'avenir proche. Je pense qu'il faudra dépendre des modèles LMIS, HMIS et un mélange et des enquêtes mélangées ou mixtes. Alors les enquêtes mixtes, un mix, pardon, c'est une enquête mise en œuvre par l'UNICEF avec toutes ces réductions de financement. Nous pouvons supposer qu'il y aura des réductions avec l'UNICEF. Nous n'avons pas eu des nouvelles sur Mix, que ça ne sera pas sur le terrain ou que ça sera réduit, mais c'est vraiment une question de temps avant qu'on ne voit ces réductions. Je dirais que c'est plutôt un projet de partage de coûts dans les différents pays. Cela est à être déterminé, mais nous attendons à ce qu'il y ait un certain impact à cet égard. Merci. Alors, je vais parcourir les questions PRIA. Il y a eu une très bonne réponse d'un des collègues à Madagascar qui a été traduite pour que vous puissiez voir les impacts à Madagascar sur les systèmes de données. Ça serait merveilleux que vous regardiez ces commentaires. Et il y a des questions sur la mobilisation de ressources domestiques et les auto-investissements par les pays dans leur système de santé. Adam, je sais que ce n'est pas votre domaine pour les dépenses nationales, mais je sais que pour ce qui concerne le soutien global pour le planning familial, vous aviez parlé de ces 40% du gouvernement des États-Unis du planning familial sur tous les donateurs. Quelle est la faisabilité? Je pense que Selmy demande quant à la faisabilité de vraiment pouvoir atteindre le même niveau de financement du Hollande des États-Unis et des autres donateurs européens qui ont annoncé ces réductions de l'aide au développement. Avant de répondre, je voulais faire un commentaire pour le financement des États-Unis, de l'UNICEF. Nous suivons le financement des États-Unis en général. Et dans la demande récente que l'administration a soumise au Congrès, ce n'est qu'une demande. Le Congrès, au bout du compte, prend ses décisions. Mais l'administration Trump a demandé l'élimination du fonds pour l'UNICEF, le compte qui donne ce financement. Et il n'y a pas de déclaration qu'on ne donnera pas ce financement. Ils essayent de créer un autre compte, mais le flux traditionnel de fonds que l'administration utiliserait pour offrir le financement principal de l'UNICEF. Il propose d'éliminer, en plus du financement principal, les États-Unis utilisent l'UNICEF pour la mise en œuvre de différents programmes
Tout ceci, j'imagine, est en suspens et il propose une limitation significative du financement global et cela aura probablement un impact important sur ce travail. Pour la question sur quelle est la probabilité des donateurs européens, je pense que j'ai vu une question de Karl quant aux donateurs qui auraient pu arriver en 2017 pour combler les réductions qui avaient été proposées par la première administration Trump. Quelle est la probabilité de ceci en ce moment? C'est la grande question. Grand nombre de ces donateurs ont annoncé qu'ils réduisent l'aide au développement. S'ils vont soutenir le planning familial à un niveau plus important, quels autres domaines seront réduits? Cela est en mouvement tellement rapide. Pourrait-il y avoir des changements abrupts par certains de ces bailleurs? Certainement, mais pour remplir un fossé de 600 millions de dollars par an, je pense que c'est difficile. Qui pourrait, avec des ressources réduites, combler cette lacune? Je pense que c'est improbable, mais c'est quelque chose que nous allons suivre dans les mois à venir. Au fur et à mesure que les informations supplémentaires sont mises à disposition, au fur et à mesure qu'on en apprend davantage sur le Congrès, s'ils vont résister aux demandes de l'administration et est-ce que ces bailleurs vont faire, y a-t-il des bailleurs qui feront ce saut qui a été réalisé en 2017? Il inclut ce que nous trouverons dans nos évaluations en automne. Je suis désolée de ne pas avoir d'autres détails. Là, je pense que la part globale des donateurs du financement total est à peu près la moitié. Alors, si vous regardez que 40% ou vous considérez que 40% viennent des États-Unis, c'est vraiment un fossé énorme à combler. Mais il y a certainement des possibilités. J'espère que j'ai répondu à cette question. Y a-t-il autre chose sur Céline Jason? Non, il y a des questions quant à l'espace budgétaire et si les gouvernements nationaux ont l'espace budgétaire pour accroître leurs dépenses, pour combler cette lacune. Je pense que ça dépend du pays. Et certainement, nous savons que bon nombre de ces pays qui dépendaient le plus sur les ressources de l'USAID sont ceux qui ont la moindre capacité, le moindre espace budgétaire pour le financement de leur propre programme. Je sais que nous avons des experts dans le webinaire sur le côté produit et offre. Pour ceux qui ont vu le travail que nous avons fait auparavant sur l'élimination de l'USAID, ce que cela veut dire pour le planning familial, sur ces 600 millions, euh, 60 à 70 millions, acheter des produits, si Martin est là, 61 millions. Et Marc, il y a une question dans le chat au sujet des produits, des fournitures et ce qui est en cours pour essayer de mieux comprendre ces lacunes. Je pense que vous pourriez, avec vos collègues, en parler, surtout en vous concentrant sur le court terme pour assurer, donc travailler, œuvrer pour tracer, pour assurer que ces chaînes d'approvisionnement et ces fournitures puissent arriver là où ils sont destinés à arriver. Et je vais vous... Je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question dans le chat. J'ai fait de mon mieux. Il y a beaucoup de très bonnes questions. Une question pour Shiza sur les besoins non satisfaits ou une question quant à la mesure du besoin non satisfait et la génération de données sur ces besoins. Nous n'avons, oui, donc, nous n'avons pas parlé de ceci avec HMIS ou LMIS. Pouvez-vous, et puis si nous n'avions pas le DHS et si nous n'avions pas le mix, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et je vois que vous êtes un peu sérieuse. Peut-être que la réponse, c'est que ce n'est pas possible. La réponse, c'est que dès maintenant, nous ne pouvons pas calculer les besoins non satisfaits. Cela dépend de beaucoup de questions dans les enquêtes
dans les foyers, les objectifs de fertilité, l'espacement, l'utilisation, ce n'est pas un indicateur d'une question unique, ça serait difficile donc. Mais dès maintenant, je ne connais pas de système HMIS qui vous donne un indicateur des besoins non satisfaits. Mais Priya pourrait me corriger. Je, je ne peux pas vous corriger, mais je dirais que nous pouvons produire des estimations pour les quelques années à venir avec une grande incertitude sur les besoins non satisfaits. Mais je ne sais pas, avec la modélisation. Oui, je pense que vous avez raison. Ces besoins non satisfaits seraient basés sur les dernières enquêtes et l'incertitude va en s'accroissant sur le temps, hein, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ces points de données et avec ces modèles, notre incertitude s'accroît. Alors, une très bonne question d'une personne anonyme, merci. Alors, il y a des questions sur, je vais ouvrir ceci à tout le monde. Au-delà de défendre la restauration du financement, à quoi pensez-vous pour ce qui concerne des moyens qui pourraient aider les pays à naviguer les ressources réduites? Priya, vous avez parlé de pays, dans votre enquête, vous vous demandiez aux pays ce qu'ils utilisaient pour répondre, c'est-à-dire pour ce qui concerne les données. Et Shiza, je sais que nous avons reçu des demandes de différents pays de les aider donc à comprendre les pertes de financement et de comment s'y prendre pour y répondre. Alors, si vous avez des réponses, elles seraient les bienvenues. Je sais que ça sera difficile dans les mois à venir et même dans les années à venir. Je pense que ce que nous avons vu, il y a eu des réussites, mais en fait pas des réussites, mais ce que font les pays, certains de façon très intéressante, ce qui semble être le plus intéressant pour ce qui concerne la résilience pour l'avenir. Donc, on trait à ce changement vers l'assurance. La majorité des gens n'ont pas évoqué les schémas d'assurance sociale qui ont déjà été lancés, qui sont récents, qui ont peut-être des difficultés, mais c'est l'instrument par le biais duquel le financement de la santé au niveau national, que les personnes qui ont des ressources limitées vont utiliser. Mais et si, et donc les coûts liés aux produits de planning familial doivent être structurés correctement pour être inclus dans ces systèmes. Souvent, le secteur privé est complètement désengagé pour ce qui concerne l'offre de méthodes de coûts élevés. Alors, réfléchir à ceci sera important. Et puis, l'autre partie, pour ce qui concerne les données, je pense vraiment qu'être conscient que passer, en fait, qu'il s'agit du système de santé primaire qui va vraiment être le squelette de tout ceci. Et si les indicateurs de données demeurent les mêmes, les gens vont prioriser. Ce qui est fondamental, c'est qu'on peut voir ceci comme une façon de repenser les programmes. Devrait-il vraiment réaliser toutes ces activités ou est-il plus important pour ces femmes que vous utilisez vos fonds publics qui sont tellement limités pour vraiment ajouter aux investissements qui ont déjà été faits par d'autres programmes de santé? Prendre ce moment pour repenser ceci. Certains pays ont fait des choses intéressantes dans la façon dont parlait Adam au Zimbabwe, par exemple. Et en fait, ils sont habitués au choc. Ils ont eu cette ronde avec FCDO. Ils savent comment fonctionner dans un environnement où les ressources sont en réduction. Alors, ils essayent d'absorber ces personnes très compétentes dans dans le secteur public et aussi avec le mélange des méthodes. Ceux-ci sont en rétrécissement.
passe par des produits qui ne sont pas liés à des coûts logistiques énormes, qui sont en déplacement rapide. Et cela pourrait être certaines des stratégies qui seraient mises en place pour essayer de survivre cette période. Merci, Priya. Nous travaillons bien sûr avec nos centres afin de comprendre les demandes et besoins en matière de données qu'ont les pays pour la priorisation et la réflexion quant à comment nous soutenons ces pays afin de prioriser dans ce nouvel environnement où les ressources sont en grande diminution. Priya a parlé de l'espace de financement, mais c'est une question active à mon avis où il faut que nous continuions à œuvrer ensemble. Merci. Pour revenir aux questions-réponses, je dirais que pour ce qui concerne l'extraction, il y a une question de Catherine Church quant à l'extraction de leçons de pays à revenu moyen ou revenu intermédiaire, peut-être ceux qui n'ont jamais été soutenus par l'USAID ou bien certains de l'Amérique latine qui ont vu donc une sortie graduelle dans les années 90 et je dirais qu'il y a une grande opportunité avec les CFP dans la région de l'Amérique latine, des Caraïbes, pour que nous facilitions un apprentissage quant à comment cette région de l'Amérique latine, LAC, qui avait vu des réductions assez rapides pour le financement des États-Unis, comment ils ont réagi de façon à la fois positive et moins positive. Un secteur privé plus énergique, un ensemble de méthodes plus limitées de disponibles. Et il y a des leçons, je pense, à tirer de cette expérience qui pourraient nous permettre de créer certains de ces espaces en tant que FP 2030 et en tant que communauté. Cela me donne une idée, Priya, quant à un sujet dont vous parliez, Priya et Shiza. Il y avait une question de Armak pardon, de notre Monica Kerrigan, pardon, aux données donc tirées du secteur privé comparé au secteur public, nous prévoyons d'apprendre de MSI, un très grand partenaire, sur les changements qu'il voit dans l'acceptation par le secteur par le secteur privé avec les réductions au niveau du secteur public. Peut-être que vous pouvez parler de la façon que nous travaillons avec MSI et puis Priya, vous pouvez parler de la disponibilité des données du secteur privé dans les systèmes HMIS. Certains pays oui, d'autres pays pas tellement. Et avec ces deux questions, je pense que nous allons clore. Shiza, allez-y. Oui, heureuse de répondre quant à nos interactions avec MSI. MSI est sur notre groupe de travail sur le suivi des preuves, un groupe d'experts dans le planning. Nous avons dépendu de ces données pendant la période de Covid et autres pour montrer comment les pays ont pu s'adapter et desservir un nombre croissant d'utilisateurs. Alors nous essayons encore une fois de pouvoir travailler avec le partenaire chez MSI aux MSI pour revoir et prendre en compte les impacts qui ont eu ces changements sur l'offre de services pour les femmes et les filles autour du monde. Priya. Oui, vous avez répondu à la question, Jason. Plusieurs pays n'ont pas vraiment euh, une compréhension complète du secteur privé. Hum, En Éthiopie, ils ont vraiment cartographié le secteur privé. On leur a donné un identifiant. Ils ont donc un- cette exigence pour avoir leur enregistrement et leur licence. C'est une façon euh, de capturer les données parce que sinon, avec les annonces, par exemple, que nous avons fait au Kenya, nous formons le secteur privé à rendre compte, mais en fait, les incitations ne sont pas là, à moins que le système entier, la gouvernance, l'intérêt,
à moins que l'intérêt du gouvernement ne soit là pour vraiment impliquer le secteur privé, les incitations ne seront pas là. Les autres tentatives de vraiment inclure les pharmaciens et autres ont été vraiment un peu aléatoires. Merci. Merci à tout le monde. Je pense que nous nous approchons de la fin des 90 minutes que nous avons passées ensemble. Je voulais vraiment vous dire un énorme merci pour le travail incroyable que vous faites pendant les moments difficiles pour riposter à tous ces impacts dans notre domaine. Et je reconnais que bon nombre d'entre vous sont ici sans une clarté dans votre propre situation de travail. Vous êtes engagés dans ce domaine. Nous sommes tous aussi engagés. Nous allons œuvrer dans les mois à venir afin de recueillir le prochain ensemble de données à publier. Nous anticipons que cela sera disponible sous une forme quelconque pour l'ICFP. Nous collaborerons de très près avec ICFP pour soutenir ces conversations sur à la fois les mesures de l'apprentissage quant au rôle du secteur privé. Et je veux dire aussi que nous éclairons notre besoin de continuer à défendre la planification familiale par le biais de notre campagne rendue possible, Made Possible. Et j'espère que mes collègues partageront ces informations dans le chat. Un grand merci à nos présentateurs aujourd'hui. J'aimerais remercier Shiza, Adam et Priya qui nous rejoint de l'Inde. Et juste pour dire que c'est toujours un plaisir de travailler avec ses partenaires, avec vous tous, pour en apprendre davantage sur les impacts. Et j'espère que vous allez nous aider à aider la communauté du planning familial pour comprendre comment nous allons nous y prendre pour l'avenir, comment nous nous adaptons, ce que nous apprenons sur les impacts sur des populations particulières et donc comment nous allons développer une réponse résiliente comme nous l'avons fait pendant la période très sombre de Covid. Merci et je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée. Merci. Au revoir.